Bonjour, je m'appelle Ghislain Gagnon et bienvenue à Info Plus. Voici ce que nous vous avons préparé pour cette semaine. La flamme des 11e Jeux des 50 ans et plus arrive à Passepébiac. Ça parle fort de la cimenterie de Port-Daniel-Gascon à l'Assemblée nationale. Plusieurs formations à temps partiel intéressantes sont offertes gratuitement à Bonaventure et Chandler. 100 000 $ accordés à 7 projets artistiques et littéraires en Gaspésie. La microbrasserie Le Naufrageur agrandira ses installations dès ce printemps. Les résultats du 39e tournoi Bantam toutes catégories de Passepébiac. Le Centre Jeunesse Gaspésie-les-Îles lance un appel pour trouver des familles d'accueil dans nos MRC. Et le Musée acadien du Québec à Bonaventure présente la vie inspirante de M. Claude Allard. Tout d'abord, la ville de Passepébiac sera l'hôte des 11e Jeux des 50 ans et plus du 12 au 15 juin prochain. La presse était conviée au lancement officiel des festivités lundi dernier. C'est devant une salle bondée que les 11e Jeux des 50 ans et plus ont été lancés lundi dernier. Le vice-président des Jeux, M. John Lapointe, nous rappelle la mission de l'événement. Notre mission est d'organiser un événement régional mettant en valeur les personnes de 50 ans et plus, le sport, le loisir, la culture, le bénévolat, le travail d'équipe et la réalisation des participants. Nos objectifs sont de promouvoir la pratique de l'activité physique, organiser un événement annuel qui soit une source de valorisation et de motivation pour les 50 ans et plus, sortir les aînés de l'isolement et améliorer la qualité de vie des aînés. Mais les Jeux, c'est pour qui? C'est pour toute personne de 50 ans et plus. Tous sont invités à participer à l'événement. Nous attendons cette année 1400 participants et nous aurons besoin de 250 bénévoles pour organiser l'événement. Les gens qui désirent s'impliquer peuvent d'ailleurs déjà communiquer avec la ville hôtesse, la ville de Passepébiac. L'invitation est lancée aux personnes de 50 ans et plus des 9 MRC suivantes: Matane, Matapédia, Métis, Haute-Gaspésie, Côte-de-Gaspé, Rocher-Percé, Bonaventure, Avignon et les îles de la Madeleine. Les Jeux sont également ouverts aux gens d'extérieur, que ce soit des amis, des anciens Gaspésiens qui vivent en ville, ou encore à des personnes du Nouveau-Brunswick, ou toute personne de 50 ans et plus qui sont intéressés ou qui veulent faire de l'activité physique et venir rencontrer des Gaspésiens et avoir une fin de semaine de rêve dans le sport et le loisir, bien, ils sont tous invités à participer. C'est avec une grande fierté que la ville de Passepébiac reçoit ces Olympiades qui nécessiteront la mobilisation de 250 bénévoles, comme le rappelle le maire, M. Paul-Arthur Blais. Les membres du Conseil se joignent à moi pour assurer que Passepébiac, ville hôtesse et partenaire de ces Jeux, ne ménagera aucunement ses efforts pour être à la hauteur des aspirations des concurrents et participants pour cette occasion qui se profile comme marquante. Organiser plus de 23 activités compétitives à l'intérieur de 2 jours. Il faut admettre que ça relève du défi. C'est pourquoi il importe que la population s'implique à titre de responsable d'activité et ou de bénévoles, puisque nous en avons besoin, plus de 250. Je salue ces femmes et ces hommes des divers comités qui sont à pied d'œuvre depuis déjà quelques mois, et à celles et ceux qui vont s'y ajouter pour les épauler et s'assurer ainsi du succès de ce projet. Enfin, permettez-moi de lancer une invitation aux 50 ans et plus de la région gaspésienne et des îles de la Madeleine à venir nous rencontrer du 12 au 15 juin prochain pour participer à ces Jeux et partager, entre autres, des moments inoubliables, puisque notre programme est des plus intéressants, soyez assurés. Un gros merci à chacun et à chacune de votre attention et aussi de votre présence.
Monsieur Jean-Yves Chapado agira comme président d'honneur des Jeux qui comprend 23 disciplines. Les 50 ans et plus s'amuseront au badminton simple et double, baseball poche, billard, bridge, course, le cribage, le golf, la marche prédiction, la marche rapide, le mini-pot, la natation, la pétanque atout, la pétanque intérieure et extérieure, les quilles, le rondelot, les sacs de sable, le Scrabble anglais et français, le vélo de route, la voile et le whist militaire. Le budget des Jeux est d'environ 200 000 $ et aura des retombées économiques de 250 000 $ pour la ville hôtesse. Le financement se réalise en partie grâce au grand tirage d'une Ford Fiesta 2014. Les billets sont en vente au coût de 5 $. La période d'inscription se tient jusqu'au 27 avril. Ceux qui désirent s'inscrire doivent s'adresser à leur club des 50 ans et plus ou en ligne au www.urlsgym.com, ainsi que par téléphone avec Audrey Bastien au bureau des Jeux au 388 50 99. Maintenant, le dossier de la cimenterie de Port-Daniel-Gascon a évidemment fait surface à l'Assemblée nationale. Toujours sans parler d'environnement ou de la santé des citoyens, la première ministre, Mme Pauline Marois, et le chef de la deuxième opposition, M. François Legault, ont eu de vifs échanges, principalement sur le financement du projet. À la période des questions, le chef caquiste a débuté par une question à saveur olympique. Monsieur le Président, la médaille d'or pour la pire annonce électoraliste depuis plusieurs années revient à la première ministre pour la cimenterie Méganis en Gaspésie. Monsieur le Président, 450 millions d'argent public pour créer peut-être 400 emplois directs et indirects. C'est plus d'1 million de dollars par emploi. Monsieur le Président, cette transaction ne fait pas de sens, ne tient pas la route. D'abord, le ratio investissement-emploi ne tient pas la route. Deuxièmement, le ratio argent public, argent privé ne tient pas la route. Il y a 70 % de l'argent qui est de l'argent public. Et, Monsieur le Président, même le partage de risques entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral ne tient pas la route. Monsieur le Président, imaginez-vous que dans la structure de la transaction, le gouvernement du Québec a accepté que le gouvernement fédéral soit en premier rang. Donc, ça veut dire que s'il y a une faillite demain matin, le fédéral se paye et s'il reste de l'argent, le gouvernement du Québec va pouvoir se payer. Je ne sais pas si c'est ça, la gouvernance souverainiste. Moi, j'appelle ça une mauvaise négociation. Monsieur le Président, la transaction n'est pas finalisée. Dans le jargon, n'est pas closée. Est-ce que la première ministre peut renégocier? La première ministre en a profité pour remettre en question l'attachement du chef de la CAQ envers les régions. Monsieur le Président, je croyais que le plan Saint-Laurent incluait aussi la Gaspésie, mais j'ai l'impression que ça ne l'intéresse pas vraiment. Les régions ne l'intéressent pas beaucoup, d'ailleurs, parce qu'on a vu qu'il n'y était pas allé très souvent pour aller appuyer les citoyens qui demandent de l'emploi, qui ont besoin qu'on les soutienne pour que leur économie se redynamise. Et c'est ce que nous avons fait dans ce projet, qui est un bon projet, qui est un projet dans lequel nous participons, un projet où nous faisons un prêt avec une bonification du taux d'intérêt, c'est-à-dire que le taux d'intérêt leur coûte plus cher justement parce qu'il y a un risque et que nous le savons, Monsieur le Président. Mais par ailleurs, il devrait peut-être parler à son candidat. Le candidat de la CAQ, je comprends qu'il y a un petit peu de division chez eux parce que dans un communiqué, celui-ci nous disait qu'il était particulièrement... il s'inscrivait, attention, s'inscrivait en faux avec la position de son parti concernant le projet de cimenterie de Port-Daniel. Contrairement à son parti, M. Landry estime que l'aide publique de la Caisse de dépôt, etc., est tout à fait justifiée, M. le Président. D'abord, il y a des partenaires dans cette entreprise très sérieux. Ce n'est pas moi qui prends la décision pour la Caisse de dépôt et de placement, c'est la Caisse de dépôt et placement qui prend ces décisions, vous le savez très bien.
Quand on sait que Baudier, dont l'un des actionnaires est Bombardier, et M. Laurent Baudouin, je pense qu'on peut se fier au fait que certaines personnes ont quelques compétences en matière économique et en matière d'investissement, M. le Président. C'est ce dont il s'agit. D'autre part, je reviendrai, M. le Président, il me reste 3 secondes, c'est dommage, je vais... En complémentaire, M. Legault est revenu à la charge en déplorant toujours la stratégie politique derrière l'annonce et la responsabilité de gérer la province tout entière, non pas seulement une région. Monsieur le Président, quand on est chef d'un parti national, on doit agir pour toute la nation. On ne peut pas, pour faire plaisir à des candidats en Gaspésie, prendre l'argent des contribuables. On l'a vu, Monsieur le Président, avec les contrats d'éoliens qui ont été signés autant par les libéraux que les péquistes. On va avoir une augmentation de tarif de 5,8 %. On peut-tu apprendre de nos erreurs puis enfin gérer le Québec pour les contribuables du Québec? En réponse, la dame de béton a maintenu sa défense envers la Gaspésie. Non, on est passé aux éoliennes. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il veut que je parle des éoliennes ou bien non de ciment mécaniste et de l'investissement à Port-Daniel? Les deux, parfait. Les deux, d'ailleurs, en particulier, se trouvent à ce moment-ci en Gaspésie. Avez-vous quelque chose contre la Gaspésie? Ben oui, êtes-vous contre les Gaspésiens qui ont des taux de chômage malheureusement encore très élevés? Et la stratégie en matière d'éoliennes, qui en même temps utilise une énergie verte, une énergie renouvelable qui nous permet de développer une expertise, est en train de permettre à une région de relever la tête. Il me semble que le chef du deuxième groupe d'opposition devrait être fier de ce qu'on fait plutôt que de continuer à vouloir les écraser et parler de faillite, Monsieur le Président. Finalement, en deuxième complémentaire, François Legault a martelé que le projet de ciment mécaniste, tout comme celui de l'éolien, est mauvais pour l'économie. Monsieur le Président, le deal, que ce soit celui de l'éolien, que ce soit de la cimenterie en Gaspésie, ça fait peut-être plaisir, puis ça achète peut-être des votes en Gaspésie, mais c'est mauvais pour l'ensemble des contribuables qui sont les plus taxés. Quand va-t-on enfin avoir un gouvernement qui va penser au bien-être de l'ensemble des Québécois? C'est ça qu'on veut au Québec. Madame Marois a terminé en répétant que la priorité de son gouvernement est l'emploi. L'emploi, c'est ma priorité. Alors, Monsieur le Président, je continue de répéter au chef du deuxième groupe d'opposition que l'emploi, c'est notre priorité absolue. Je suis parfaitement déterminée à ce qu'il se crée des emplois de qualité partout sur tout le territoire québécois et dans toutes les régions. Et en particulier, devrais-je vous dire, dans les régions qui ont plus de misère, qui vivent dans la pauvreté. On a besoin de les soutenir et de les aider, puis on va continuer à le faire. Mais on va le faire avec des projets intéressants, valables, qui ont de l'allure. Le projet d'investissement à Port-Daniel, dans cette cimenterie, va permettre d'aller chercher des marchés du ciment. On ne vendra pas ça au Québec. Les entreprises sont absolument intégrées. Ils n'en achèteront pas du ciment de là. On va aller le vendre sur les marchés américains. Les marchés américains qui prévoient des constructions importantes dans l'avenir. Donc, c'est un bon... Demeurons dans l'emploi. Le réseau FAC, le service aux entreprises de la commission scolaire René Lévesque, offre de la formation à temps partiel pour développer les compétences de la main-d'œuvre en emploi. Le conseiller en formation, Richard Duguay, nous en dit plus long. Monsieur Duguay, c'est quoi le mandat du service de formation aux entreprises de la commission scolaire René Lévesque? Le mandat, c'est d'organiser de la formation depuis 10 ans que le réseau FAC fonctionne. On est en service, donc on offre à la population des besoins en lien avec leur milieu de travail. On parle ici autant des besoins qui peuvent être exprimés par des entreprises qui nous appellent et qui nous disent « bon, on veut former notre personnel au niveau des nouvelles technologies qui rentrent en entreprise, autant tout ce qui est la bureautique, autant au niveau des nouveaux équipements qui est rentré, donc on peut les former. On les rencontre, on fait de la formation sur mesure pour eux. La formation peut s'offrir dans les locaux, chez eux, ou dans nos locaux à nous. On utilise beaucoup la commission scolaire à un grand territoire. Elle couvre Matapédia jusqu'à Percé. Donc, on a beaucoup de locaux auxquels on peut utiliser pour offrir la formation. Par exemple, les formations des centres de formation professionnelle, les locaux, ainsi la formation générale adulte. Il y a des locaux sur l'ensemble du territoire. Donc, si j'ai une entreprise, une petite entreprise, et là, je trouve que mes employés ont une difficulté, exemple, avec tel programme sur ordinateur ou du côté manuel, on vous appelle.
Et on essaie de voir, là, c'est des formations qui sont à temps partiel. Là. Tout à fait, c'est ça. On peut faire du sur-mesure. On s'adapte aussi. C'est des formations de courte durée aussi. L'important, c'est que la formation réponde aux besoins exprimés par l'employeur et les employés. La formation peut se faire le jour, le soir, la fin de semaine, selon la disponibilité des employés de l'entreprise. Autant chez eux, autant dans nos locaux. Ça, c'est ça qu'on appelle le sur-mesure. C'est beaucoup modulé selon leurs besoins, là. Est-ce qu'il y a des frais d'attaché à ça? Pour ce qui est de la formation d'entreprise, il y a toujours des formules de financement qui existent. Là, il faut voir avec Emploi Québec, avec les différents partenaires, comment on peut attacher le dossier de formation. Il y a aussi le dossier de formation qu'on appelle de la formation continue. La formation continue à temps partiel, c'est la formation qui s'adresse à des gens qui ont besoin de perfectionnement. On sait que tantôt on parlait de technologie au niveau de toute la bureautique. Hein. Là, on a des ententes avec Emploi Québec qui nous financent la formation. Okay. On fait des achats de formation. On s'entend avec Emploi Québec au départ pour leur propose des formations. Puis quand Emploi Québec les accepte, on va en publicité, on fait la promotion comme aujourd'hui, on s'en parle. Pour dire aux gens, c'est important la formation, inscrivez-vous. Ces formations-là sont gratuites. Normalement, elles sont gratuites pour des gens qui sont admissibles selon les critères d'Emploi Québec. Puis les critères sont simples. Ça s'adresse à des gens qui sont en emploi. Donc, toute personne qui est un travailleur autonome, qui est propriétaire d'entreprise ou qui travaille dans peu importe l'entreprise, on peut leur proposer un ensemble de formations. Puis ces formations-là, là encore, se font soit le jour, le soir, la fin de semaine, selon le calendrier qu'on prépare. Les disponibilités de tout ça. Côté formation, bon, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Bon, c'est différentes heures aussi. On attend des formations de 5-6 heures que de 30 heures. Là. Tout à fait, c'est ça. Là, actuellement, justement, bientôt, il va y avoir la formation initiation à la soudure, une formation de 28 heures. Une formation qui s'adresse très bien à des gens qui travaillent qui sont des propriétaires terriens, qui ont des producteurs agricoles ou des gens qui travaillent en forêt ou même des pêcheurs ou des gens qui travaillent pour des villes, des municipalités qui doivent utiliser des appareils à soudure. Donc, on offre une formation de 28 heures. C'est vraiment une initiation de courte durée. La formation est entièrement financée, donc les gens, pendant 2 fins de semaine consécutives, ont accès à des locaux de la formation professionnelle pour apprendre les rudiments de base, sécurité, les équipements, comment souder, les principes de base, puis ils s'exercent pendant quelques jours là, à souder. Et je pense qu'à ce moment-là, ça fonctionne bien, les gens sortent de là bien heureux. Puis ça qui est intéressant, c'est que le formateur peut adapter son contenu selon les besoins des gens. Sur les 12 participants, par exemple, si on a 2, 3 qui disent « Bien, moi, j'ai un tel type d'équipement, puis je vais faire ce genre de soudure-là », à ce moment-là, le formateur va adapter son contenu selon le besoin que la personne a demandé. C'est du sur-mesure. On voyait aussi de la menuiserie de maintenance. Ça, c'est un peu, une maison, on parle de changer les fenêtres, des portes, des trucs comme ça? C'est ça, oui. La menuiserie de maintenance, c'est une formation qui va avoir lieu à Bonaventure, au Centre de formation professionnelle, et à Matapedia aussi. Les gens vont se déplacer sur le territoire pour aller dans ces lieux-là, parce que ça demande quand même des espaces et des équipements particuliers. Donc, la formation va avoir lieu encore là 2 fins de semaine consécutives. Le contenu, bon, là, on va commencer la première semaine avec tous les rudiments de base sur la construction, l'isolation, installation d'une porte, fenêtre, réparation de toiture, réparation d'un sheetrock, d'un mur qui est brisé, des rudiments de soudure au niveau de plomberie. Ça s'adresse très bien, là encore, à des gens qui travaillent pour des municipalités, des employés municipaux, qui travaillent autant l'été pour faire des réparations d'équipements touristiques l'été, ou des gens qui travaillent pour des pourvoiries, autant pour des agriculteurs que des bâtiments de ferme, ou pour des gens qui travaillent dans des entrepôts, qui ont besoin d'approfondir ces connaissances-là. Puis là, ils vont pouvoir s'exprimer encore, faire de la formation, puis s'ils ont des besoins précis, le dire au formateur. Puis le formateur ce sont des spécialistes de formation, ces gens-là. Fait qu'ils vont adapter le contenu pour répondre à des besoins précis qui vont être demandés. Non, tant on va dans plus la soudure, la menuiserie, que dans la comptabilité ou la création de sites web, parce qu'on le sait, on est à l'ère des technologies depuis un bout, mais il y a encore beaucoup d'entreprises qui ne sont pas pluguées, si on peut dire. C'est ça. Là, cette année, on a mis plusieurs formations en lien avec le web. Création de site web. On sait qu'une entreprise, si elle n'est pas branchée sur le web, disons que les gens maintenant n'utilisent plus le bottin téléphonique pour rejoindre des entreprises. Ils sont sur la route, prennent leur téléphone, vont trouver des adresses comme ça. On parle aussi de toute la bureautique, les nouveaux logiciels qui sortent. À chaque année, ça évolue, ça progresse, donc il faut être à jour si on veut être efficace au travail. Aussi au niveau des applications mobiles, iPhone, iPad. Puis comment, disons, jumeler son iPhone, son iPad avec le site web d'une entreprise pour pouvoir être à distance, pouvoir gérer quand même son site Internet. Toutes des formations qui sortent de courte durée, on parle de 6 heures, on parle... là, maintenant, il y en a plusieurs qui ont déjà eu lieu, puis il y en a encore qui s'en viennent sur le territoire. J'inviterais à ce moment-là les gens
qui sont intéressés à suivre ces formations-là, soit de consulter le site Internet du Réseau FAC, qui est le www.réseaufac.com, ou peuvent communiquer directement avec notre secrétaire de gestion, qui est Mme Nadine Roussy, en faisant le 418-534-3003, poste 6072, ou même sur votre babillard électronique à Télévague. L'offre de service et les coordonnées seront affichées sur votre babillard électronique. Là. Donc, des formations très intéressantes là, qui ont lancé un peu partout pour question de se mettre à jour toujours, de s'améliorer. Monsieur Richard Duguay, merci beaucoup. Faites bien lu, merci. En culture maintenant, la presse était invitée au Centre Bonaventure mardi dernier pour l'annonce d'un soutien total de 100 000 $ à 7 projets artistiques et littéraires. Le Conseil des arts et des lettres du Québec, la Commission jeunesse et la Conférence régionale des élus Gaspésie-Île-de-la-Madeleine ont accordé un soutien de 100 000 $ aux artistes et écrivains de la région. Les 7 projets sont réalisés en lien avec la communauté et avec de nombreux organismes du milieu. Du côté de la Haute-Gaspésie, Marie-Anne Dubé et Valérie Bertrand-Lemay en théâtre ont reçu 18 000 $ pour créer et diffuser 3 spectacles cabarets intitulés « Contes et légendes du fret, un pied de nez à l'hiver ». Philippe Garon de Bonaventure reçoit 15 000 $ pour son projet musical et littéraire intitulé « Crions » en partenariat avec le studio Tracadiesh et la boulangerie La Pétrie. Steve Arsenault, aussi de Bonaventure, réalisera avec son nouveau nom d'artiste, soit Saint-Mars, une résidence de création à la salle de spectacle régionale Desjardins de New Richmond, dans le but de présenter un premier spectacle musical. Une aide de 9 500 $ lui a été fournie. Mathieu Boudreau de Carleton-sur-Mer ramasse 15 000 $ et pourra créer une série de performances en vue de réaliser des œuvres vidéographiques intitulées « Performances improvisées ». Comme exemple, il a donné celui d'une performance de patinage artistique improvisé dans un stationnement de salle de spectacle. Guy Bonneau et Martine Fortin dans la MRC Rocher-Percé ont reçu 17 500 $ pour réaliser la post-production d'un long-métrage documentaire intitulé « À l'ombre du Rocher-Percé, portrait d'une initiative singulière ». Ce documentaire nous informera sur comment ça se passe au centre de détention pour délinquance sexuelle de Percé. D'ailleurs, Télévague est partenaire diffuseur de ce projet. Et finalement, Cathy Bailey de Maria repart avec 10 000 $ pour écrire une pièce de théâtre intitulée « À vendre » qui raconte les difficultés de s'établir en région. Ce projet est en partenariat avec la Compagnie des Histoires du Monde de Maria. Les demandes ont été analysées par un comité composé de 4 membres œuvrant dans divers secteurs artistiques. Ils ont été choisis pour leurs compétences et leur expérience professionnelle. Le programme pour les arts et les lettres de la Gaspésie et des îles de la Madeleine est issu d'une entente de 3 ans signée en 2012 entre le Conseil des arts et des lettres du Québec, la Commission jeunesse Gaspésie-Îles de la Madeleine et la Conférence régionale des élus Gaspésie-Îles de la Madeleine portant sur le développement et la diffusion de la pratique artistique professionnelle en région. La microbrasserie Le Naufrageur de Carleton-sur-Mer annonce la concrétisation de son projet d'agrandissement et ce, dès ce printemps. Tout comme Pit Caribou, on doit grossir pour suffire à la demande toujours grandissante. Les travaux évalués à un peu plus d'1 million de $ débuteront en avril et s'échelonneront sur 1 mois. L'entreprise doublera sa capacité de production grâce à la modernisation de ses équipements et l'agrandissement de son aire d'entreposage. Embrassant désormais près de 300 000 litres de bière annuellement, la microbrasserie sera non seulement en mesure de répondre à la demande sur le marché gaspésien et québécois, mais également de s'implanter ailleurs au pays et même en Europe. Ce grand projet permettra donc de rentabiliser les différentes missions exploratoires réalisées au fil des ans, dont la participation de l'équipe du Naufrageur au Mondial de la bière Europe qui se tenait en septembre dernier à Mulhouse en France.
Les travaux qui nécessiteront le retrait du toit afin d'installer les nouveaux équipements permettront également à la compagnie de moderniser son salon de dégustation par l'ajout d'une mezzanine. L'espace ainsi dégagé permettra de désengorger l'établissement lors des shows de soirée de spectacle. Grâce à cette addition, le naufrageur s'ancrera encore un peu plus dans son rôle de leader gaspésien en ce qui a trait à l'offre culturelle. Les gains en espace permettront aussi l'aménagement de nouveaux bureaux. Un ajout qui fera la grande joie de l'équipe administrative qui travaille à l'étroit depuis les débuts de l'entreprise en 2008. La réalisation des travaux a été rendue possible grâce à la collaboration de nombreux partenaires, dont le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire, le MAMRO, Développement économique Canada, Investissement Québec, le Centre financier aux entreprises Desjardins de la Gaspésie et des Îles et le Centre local de développement d'Avignon. Au sport cette semaine, on vous présente un résumé du 39e tournoi Bantam, toutes catégories à Passepébiac. Une quinzaine d'équipes de Rivière-au-Renard à Carleton-sur-Mer ont pris part au 39e tournoi Bantam, toutes catégories à l'Arena de Passepébiac. En finale, chez les Pee-Wee, l'équipe locale recevait Chandler. Passepébiac l'a emporté 5-1 grâce entre autres aux 2 buts de Matty Huard et au match de 3 points de Chloé Duchesneau. Le match a été plus serré dans la catégorie Bantam A alors que les gladiateurs du Rocher-Ouest faisaient face à Rivière-au-Renard. Samuel Langelier-Vallée a égalé la marque en fin de troisième période pour amener les deux formations en prolongation. Celle-ci n'a pas fait de maître et on a dû aller en fusillade. Pointage final, Rivière-au-Renard 5, Rocher-Ouest 4. Samuel Cassivi a marqué 2 buts dans la victoire. Et la finale Bantam CC mettait aux prises les Bulldogs Le Rocher aux Prédateurs de Forion. Hugo Després a touché la cible à 2 reprises pour Forion dans une victoire de 3-1. L'organisation du 39e tournoi Bantam, toutes catégories de Passepébiac, remercie les nombreux bénévoles qui ont permis la réalisation de cet événement. Maintenant, le besoin de familles d'accueil dans les MRC Rocher-Percé et Bonaventure est criant.
Le Centre Jeunesse Gaspésie-Les-Îles lance un appel d'urgence pour loger temporairement des enfants qui connaissent des problèmes familiaux. Dans un premier temps, je me suis entretenu avec l'adjoint au directeur des services de réadaptation et d'hébergement, M. Marion Franqueur. M. Franqueur, on est ici pour parler des familles d'accueil. Bon, on est au Centre Jeunesse Gaspésie-Les-Îles. Dites-moi, c'est quoi, ça ressemble à quoi les types de familles d'accueil qu'on a besoin en Gaspésie? Actuellement, nos grands besoins sont pour les familles d'accueil régulières. C'est des gens, dans le fond, qui en font un peu comme un métier, là, puis qui ont fondamentalement un grand désir d'aider parce qu'on ne peut pas être famille d'accueil sans avoir le goût de donner un coup de main aux enfants et à la société. Ça, c'est nos familles d'accueil régulières. Ces familles d'accueil-là, dans les deux territoires là, qu'on parle aujourd'hui, c'est Rocher-Percé puis Bonaventure-Avignon. On a des grands besoins au niveau des familles d'accueil, au niveau des jeunes enfants, puis aussi au niveau des adolescents. C'est nos tranches d'âge qui a toujours des besoins. Parce que il y a quand même des jeunes familles qui sont en difficulté, mais on a aussi des ados, des jeunes que ça fait à l'adolescence. Des fois, il y a des familles qui ont plus de difficultés à encadrer leurs adolescents, mais il y a aussi des familles d'accueil qui sont en grande difficulté aussi à ces moments-là. C'est un peu plus tranquille dans les milieux, dans ces groupes d'âge du milieu, mais c'est aussi parce que ils sont plus faciles peut-être aussi à en garder ou à encadrer quand ils sont 10, 11 ans, 9, 10 ans. Mm-hmm. Dans l'adolescence, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on a la crise d'adolescence qui fait que ça entraîne souvent des troubles plus graves de comportement, etc. Puis, on a besoin aussi des familles d'accueil, ce qu'on appelle les familles d'accueil banque mixte, ou on appelle ça chez nous plus des familles d'accueil de permanence. C'est souvent des gens qui sont enfants, qui ont le désir d'adopter, mais dont l'adoption n'aboutit pas toujours. Parce que chez nous, avec les modifications de la loi de la protection de la jeunesse, on est obligé de tenter le projet de vie du retour de l'enfant dans sa famille. Ça fait que ces parents-là, c'est cette famille d'accueil de banque mixte-là. Ce qu'on leur demande, c'est d'accepter la possibilité d'un retour dans le milieu familial. Qui pourrait perdre l'enfant. Qui pourrait perdre l'enfant. Donc, il y a un engagement émotif. Ça prend des gens excessivement équilibrés pour être capables de prendre le risque que tout l'investissement qu'ils vont donner auprès de l'enfant, que l'enfant retourne chez lui. Est-ce que c'est ce qui rend difficile d'avoir des familles quand on pense que, bon, vous dites un attachement, c'est de l'émotion, on donne de l'amour finalement à cet enfant-là qui en a manqué. Est-ce que c'est ce qui rend difficile d'avoir des familles d'accueil? Oui, bien, des familles d'accueil, c'est difficile parce que tu peux, que ce soit famille d'accueil banque mixte ou famille d'accueil régulière, ces enfants-là ont eu des manques dans leur vie. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça prend des gens à être capables de s'investir. Puis quand on dit qu'on s'investit, bien, c'est sûr que quand un enfant éprouve des difficultés, quand que des fois, il choisit le parent au lieu de choisir la famille d'accueil puis on l'a investi, bien, c'est sûr que c'est pas quelque chose de facile. Là. C'est quelque chose ça prend, comme je disais, ça prend des gens avec un certain équilibre, ça prend des gens qui sont capables de comprendre qu'ils ont un rôle à jouer, mais que ils n'ont pas ils n'ont pas le contrôle sur tout. Oui, on doit rationaliser. Oui, c'est ça. Mais on voit des familles d'accueil qui font ça depuis de nombreuses années, puis qui font ça avec un investissement incroyable. Là. Parce qu'il faut réaliser que ces gens-là, c'est 365 jours par année, 24 heures par jour. Ils ont ces enfants-là, pour la plupart, à plein temps. Parce qu'il y a des enfants placés à majorité, donc ils sont dans une famille d'accueil pendant 5, 6, 7, 8, 10 ans. C'est tout un investissement. Puis après ça, à 18 ans, c'est de les laisser partir parce qu'il y a d'autres enfants qui ont des besoins. Tout à fait. Il y a beaucoup de familles d'accueil que les enfants restent dans l'environnement de la famille d'accueil, puis d'autres partent vers autre chose. Ça prend une capacité aussi de lâcher prise, hein, mais en même temps, ça prend un amour quasi infini, d'être capable de s'engager auprès des enfants puis d'être préoccupé par leur développement. Souvent avec des gens qui ont des familles avec ça, là, il y a des enfants aussi, des frères comme des frères et sœurs dans la famille. Là, mais souvent, on voit beaucoup comme des projets familiaux. Là. Et ça doit aider aussi l'enfant de rentrer dans une famille. Là, on tombe vraiment dans la notion de famille où l'enfant se sent faire partie d'un groupe, d'un environnement, d'être accepté dans son milieu. J'ai en tête, en image, des enfants qui se voient dans une famille puis se disent « c'est ma famille ».
parce qu'ils voient que les parents n'ont pas la capacité de les assumer. Comme il y a des familles d'accueil qui sont capables de dealer aussi avec le parent, parce qu'il y a des parents qui sont aussi dans l'environnement des enfants. Des parents biologiques. Des parents biologiques qui s'en occuperont probablement jamais, ou en tout cas vont s'en occuper peut-être quand ils vont être adultes et qu'ils vont être autonomes, mais de donner des soins aux enfants, ils n'ont pas cette capacité-là. Ils sont capables de travailler avec les familles d'accueil. Puis c'est un défi pour les familles d'accueil aussi d'être capables de vraiment travailler avec le parent. C'est de l'ouverture. Parce que fondamentalement, à part de ceux qui sont à majorité, puis que les parents sont absents, fondamentalement, l'objectif, c'est toujours que maintenir le lien avec le parent, maintenir le lien, permettre le développement de l'enfant. Puis, éventuellement, cet enfant-là, à 18 ans, parce qu'en centre jeunesse, on les prend en charge jusqu'à 18 ans, bien, lui, là, son parent, là, il va être parent pour sa vie. Donc, c'est de permettre peut-être justement que ce qui retourne dans ce milieu-là, mais que quand c'est le temps des soins, bien, le parent est peut-être pas le parent biologique n'a pas nécessairement la capacité, mais ça reste le parent pareil. Puis les familles d'accueil ont beaucoup à composer avec cette réalité-là, ce qui est quelque chose de difficile. C'est pas quelque chose de facile là, d'être capable de composer avec ça. Si on se parle aujourd'hui, c'est parce qu'on a un besoin, un besoin urgent ou criant. On a besoin de familles d'accueil. Historiquement parlant, la situation actuelle dans Le Rocher, dans Bonaventure, Avignon, est-ce qu'il est plus élevé ou moins élevé qu'au passé? Actuellement, il est plus criant parce qu'on a eu quand même, à travers les années, il y a eu des modifications dans le statut des familles d'accueil. Ça fait qu'il y a des familles d'accueil, parce que les familles d'accueil maintenant sont un peu comme des professionnels. Le gouvernement a reconnu l'impact qu'il y avait au niveau de la société et ont rehaussé leur rétribution. Ils ont maintenant droit à des régimes des rentes et des choses comme ça, puis ce qui est vraiment correct. Mais ça a entraîné aussi des exigences un peu plus grandes. Puis il y a des familles d'accueil qui ont quitté. Il y a des familles d'accueil aussi, comme dans le Rocher-Percé, où il y a beaucoup de familles d'accueil qui sont près de la retraite. Il y a des gens qui l'ont pris, leur retraite. Donc, on a de la misère à renouveler, dans le secteur du Rocher-Percé, des familles d'accueil, d'avoir des jeunes familles d'accueil, des gens prêts à s'engager, parce que il y a moyen aujourd'hui, ce qui n'était pas nécessairement le cas pour une dame ou un monsieur, parce que c'est pas obligé d'être une femme qui reste à la maison, de s'occuper d'enfants en famille d'accueil, puis d'avoir une rétribution, un salaire qu'on pourrait dire intéressant. Et ça, je pense que c'est une nouveauté, parce qu'avant, c'était plus difficile, parce que le paiement n'était pas suffisamment élevé pour dire qu'on pouvait comment faire un peu un métier. Ou en vivre. Pouvoir en vivre, parce que c'est beau aider, mais encore faut-il que les gens puissent en vivre aussi. Ça fait que c'est ça. Ça fait que dans le Rocher-Percé, on a vraiment des besoins sur ce plan-là au niveau de renouvellement de nos familles d'accueil. Dans le secteur de Bonaventure-Avignon, c'est un peu... On a quand même plusieurs nouvelles familles d'accueil, mais on en manque un peu aussi. Puis un peu, c'est un effet de débordement, parce qu'à cause à Rocher-Percé, on a un peu plus de difficultés à obtenir des familles d'accueil. Ça fait que nos places libres qu'on avait en Bonaventure-Avignon, ils sont occupés pour une bonne partie par les jeunes de Rocher-Percé. Fait qu'on a vraiment besoin, dans les deux secteurs, de rehausser ça. Puis peut-être éventuellement de rapatrier aussi les jeunes de Rocher-Percé vers leur territoire, parce qu'il faut penser que ces enfants-là, leurs familles sont dans leur coin, puis ils ont besoin d'être rapprochés. Ça occasionne plein d'inconvénients au niveau des transports, des contacts avec les parents, etc. Donc, on vise à rehausser ces deux secteurs-là au niveau des places. Dans un deuxième temps, pour savoir comment ça se passe dans une famille d'accueil, j'ai eu le grand plaisir d'aller à la rencontre d'un couple qui reçoit des jeunes depuis plus de 20 ans, Gisèle Gignac et Gaëtan Lucier. Mme Gignac, M. Lucier, ça fait maintenant 21 ans que vous êtes famille d'accueil. Ça a commencé comment? C'est parti d'où, là, cette idée-là, cette motivation-là? Pour dire au départ, c'était pas famille d'accueil à l'enfance. On déménageait de Montréal, on arrivait en Gaspésie, un retour en Gaspésie, disons, et puis pour ouvrir un foyer personnes âgées. Okay. Et c'est ma sœur Mireille, qui avait été intervenante ressources au centre jeunesse, qui nous parlait du besoin de famille d'accueil à l'enfance. Puis c'est comme ça que... Ça a commencé. C'est là qu'elle nous a amenés. Donc on s'est dit, au lieu de s'occuper des personnes âgées, occupons-nous des jeunes qui ont besoin. C'est ça. On a été dans l'autre extrême.
Et depuis 21 ans, ça est passé des gens ici, des jeunes de différents âges. Beaucoup. Je ne peux pas dire combien, au-dessus de 50 facilement. Au-dessus de 50, hein? Ah, facilement. Même si on a la plupart du temps des déplacements de jeunes à long terme, nous, on a fait du répit également. Ouais. Et ça ressemble à quoi? Ça, on ne va pas trop dans le précis, c'est du confidentiel, mais les jeunes qui vont arriver ici, logiquement, sont issus de familles, avec des difficultés. Est-ce que c'est pas mal le même groupe d'âge que vous recevez, des adolescents? Nous, on a 2 registres d'âge, les 7-12 ans et les 12-17. OK. 13-17. 13-17, 12-17. Et puis, les jeunes en bas âge, il y a des familles d'accueil qui vont choisir les 0-5 ans. Des bébés, c'est... Mais nous, notre registre... Et ça va être plus vraiment difficile, j'imagine. Un enfant de 0-5 ans, oui, c'est demandant, mais un adolescent aussi. Là, vous vivez des périodes de crise d'adolescence ou de crise identitaire. On a été adolescents aussi, ça fait qu'on a vécu des crises aussi. Nos parents l'ont vécu. Ils repassent au travers, on fait la même chose. C'est sûr, c'est pas toujours évident. Il faut un jour à la fois. Qu'est-ce que ça demande d'être une famille d'accueil? C'est 365 jours par année qu'on doit vivre avec les jeunes. Ça demande quoi comme qualité? En premier, d'aimer pas les juger. D'aimer les enfants en premier, oui. De ne pas les juger, de ne pas juger leurs parents. Moi, je me suis toujours dit que cet enfant-là, à un moment donné, ça aurait pu être le mien. Personne n'est à l'abri de ça, de vivre une période difficile. Ça fait que moi, je les prends comme ça. J'accueille autant les parents que les enfants. Puis les ados, c'est du nouveau. Ils t'amènent sur des terrains que tu n'auras jamais explorés. Tu t'ennuies pas avec des ados. Ça, tu sais, tu te lèves le matin, mais tu ne sais pas ce que sera ta journée. Des fois, c'est en dents de scie, mais en tout cas, c'est une belle expérience. Moi, je recommencerai demain matin. Oui, mais c'est pas toujours la faute des parents non plus. Souvent, les enfants aussi sont problématiques. Là, puis il faut qu'ils soient placés là, pour donner un break aux parents et tout ça. C'est pas toujours la faute des parents. Hein. Présentement, vous avez quelques jeunes. En moyenne, vous en avez combien dans votre maison? Normalement, on en a 6, mais on a baissé à 5. Là. On a 5 réguliers. Et ça, c'est en plus de votre famille, parce que vous avez des enfants. Ça se passe comment, la conciliation entre les deux? Ça devient des petits frères et des petites sœurs. Ouais. Pour eux. Moi, pour eux, là. Et pour les enfants, notre fils, nos 2 fils, mais il y en a un qui est à l'extérieur maintenant. Pour lui, ceux qui sont ici, c'est des petits frères et des petites sœurs. Ça devient un attachement, frère d'accueil ou sœur d'accueil, mais c'est un attachement qui est... Quand on a débuté, les jeunes étaient adolescents eux-mêmes, ça fait que il fallait pas les mettre de côté, tout ça. Puis, mais les autres jeunes faisaient partie du milieu familial, du noyau familial, pareil comme eux. C'est une familiarité qui est temporaire, quand même, on doit se le dire. Les jeunes sont ici de passage. Comment ça se passe? Eux-mêmes s'attachaient aux jeunes. Il y en a qui s'attachent plus que d'autres. Ils trouvaient ça dur quand les jeunes partaient autant que nous autres. Parce qu'émotionnellement, ça doit être de quoi? Je veux dire, on est une mère, il y a un aspect maternel ou paternel là-dedans. Il y a un lâcher-prise qui doit être présent. On a beau se préparer, on n'est jamais prêt quand le jour arrive. Ça, on se lève le matin, on sait qu'il y a un départ. Même ça fait des mois qu'on les prépare, les jeunes. On se prépare tous les deux à les voir partir. Puis ce matin-là, c'est... le lâcher-prise, je pense qu'on va travailler ça toute notre vie. Je me suis toujours dit, si après 20 ans, j'ai encore de la difficulté avec le lâcher-prise, à 30 ans, ça va être encore là. Ça, c'est sûr. Mais ce que je trouve plaisant, puis qui est bien le fun, c'est que quand ils partent, ils reviennent. Ah ouais? Ils reviennent. Soit qu'ils téléphonent. La semaine dernière, il y en a une à un moment donné, tiens, ça cogne à la porte, elle vient souper avec nous autres. On garde le contact après qu'ils sont partis, avec plusieurs. Quand ils ont besoin de conseils ou juste le fait de jaser. C'est un suivi, finalement. Un service après-vente. On devient comme un peu leur ancrage. Surtout ceux qui ont plus de contact avec les parents. Tu deviens leur ancrage. Peu importe où ils sont, à Montréal, à Québec, ils vont t'appeler ou bien ils vont venir te voir. Il y en a qui viennent nous voir avec leurs enfants. C'est spécial aussi de les voir grandir. Oui. Il y en a plusieurs qui s'en sortent, c'est le fun à voir.
Alors, vous n'adoptez pas d'enfants, c'est vraiment, on dit, bon, C'est jusqu'à vraiment des famille d'accueil, familles d'accueil. Ça peut régulière. aller quand même assez long. Là. On parlait tantôt d'une dizaine d'années, pas loin. Si tu as un enfant à 6 ans, puis tu le gardes jusqu'à 18 ans, même ça paye plus que 18 ans, dépendant où il est rendu dans ses études. Là. Tant qu'ils sont au niveau secondaire, tu peux les prolonger un peu. Là. Vous êtes très impliqué aussi au niveau régional, même une partie provinciale, mais souvent à l'extérieur de la région. Oui. Vous connaissez les réalités aussi, les difficultés de recrutement en Gaspésie. Présentement, il y a un besoin quand même assez urgent dans le Rocher-Percé, dans Bonaventure aussi. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui, bon, ont déjà eu cet intérêt-là, mais ne l'ont pas fait le saut? De faire le premier pas. Hein. Qu'est-ce Mais qu'on peut c'est leur ça, dire? c'est C'est de commencer. C'est de faire le premier pas. On ne sait pas où ça va nous amener, mais moi, je me suis toujours dit, si on avait été capable de faire la différence dans la vie d'un enfant, ça aurait valu la peine. Même juste d'un enfant. Là. On ne peut pas tous les sauver si on en est très conscient, mais on peut améliorer le sort de plusieurs. Premièrement, quand une famille d'accueil commence, ben, c'est sûr qu'il n'y aura pas des gros cas, là, façon de parler. Fait que, Centre jeunesse, c'est quand même quoi faire avec ces familles-là, quel cas leur apporter. Il y a du pérage qui est fait. Fait que ça se déroule quand même assez bien. En discutant avec M. Marion Franqueur, il me disait que durant les dernières années, il y a eu quand même des améliorations concernant les compensations. On ne rentrera pas dans les détails du combien. Ça n'a pas eu d'influence. Ça n'a pas eu d'impact. La table, là, ils n'ont pas eu l'impact qu'ils croyaient que ça aurait donné. Non. Ça n'a pas apporté plus de familles d'accueil. C'est parce que famille d'accueil, c'est toujours la même chose. C'est de travailler avec des gens en souffrance, souvent. Ça fait que même si t'es très bien rémunéré, c'est quelque chose. C'est un travail une expérience de longue haleine. Puis tu vis des choses là, qui sont assez spéciales des fois. Mais ça vaut la peine d'être vécu. Ce qui bloque les gens, c'est vraiment le 24 heures par jour, 7 jours semaine, 365 jours. On essaie d'en faire du recrutement, d'en parler autour, puis c'est toujours bien oui, mais vous n'avez jamais de vacances. Vous avez des enfants 365 jours par année. On peut en prendre. Il faut avoir quelqu'un responsable, garder les jeunes à ce moment-là. Là, tu peux. Est-ce qu'il y a du support? Quand même prendre un break. Quand même pour les familles, si vous, au début, mettons, on ne sait pas trop quoi faire, est-ce que le Centre jeunesse ou un autre organisme est là pour vous aider? Il faut qu'il soit là, surtout une nouvelle famille. Là. Peu importe si c'est nouvelle ou pas, dépendant de la gravité des cas qui t'amènent, tu as besoin de soutien, que ce soit d'un éducateur ou de spécialiste. Tu as besoin de soutien. Là. Une famille d'accueil qui commence a besoin d'être parrainée. On a fait du parrainage, puis souvent, la nouvelle famille d'accueil va être plus à l'aise de parler à une autre famille d'accueil qui a passé par qui a vécu la même expérience, que d'appeler au centre jeunesse, puis se faire penser, ils vont douter, ils vont penser que je ne suis pas assez bonne, la peur du jugement, ils vont plutôt aller vers une famille d'accueil d'expérience. Bien, aussi, en vous parlant, on voit que c'est quand même quelque chose que vous vivez depuis longtemps et donc vous avez, comment dire, c'est pas un boulot, mais c'est quand même, on doit s'impliquer là, beaucoup. C'est autant prenant qu'un emploi à temps plein. Là. C'est plus prenant qu'un emploi. C'est plus prenant, oui, c'est exactement. C'est avec l'école, c'est beaucoup de collaboration, que ce soit au niveau scolaire, au niveau médical, c'est beaucoup de rendez-vous, c'est des activités. Les amener à faire des activités dans le sport, c'est comme on faisait avec nos enfants. Si nos enfants voulaient aller faire du sport, papa faisait l'aller-retour souvent, mais c'est la même chose avec les enfants qu'on a. Il faut qu'ils soient impliqués dans le milieu, il faut pas... J'en ai un qui a joué au football l'année passée pour le 4 joue. Donc c'est d'en faire des bons citoyens aussi dans tout ça. C'est l'exemple. Tu ne marches pas avec... des règles écrites, tu prêches par l'exemple. C'est ça. Madame Gignac, M. Luthier, merci beaucoup pour ce témoignage-là. Ça nous a fait plaisir. Ça nous a fait plaisir. Si ça peut amener d'autres familles d'accueil à faire le pas, tant mieux. Merci. Si devenir une famille d'accueil vous intéresse, vous pouvez communiquer avec Anne-Claude Robitaille dans Bonaventure Avignon au 534-2272, 534-2272 ou Bertrand Cyr dans Rocher-Percé au 689-2286, 689-2286.
Le Musée acadien du Québec à Bonaventure vous invite au visionnement du documentaire Claude Allard, Le regard vers l'autre, le lundi 17 février à 19h au Musée acadien du Québec à Bonaventure. Un documentaire vraiment intéressant là, qui est réalisé par André Allard, qui retrace les 60 ans d'engagement de ce personnage lumineux, inspirant et pétillant d'humour. D'ailleurs, la réalisatrice André Allard sera présente lundi pour échanger avec le public après le visionnement. Voici la bande-annonce de ce film. Je porte souvent mon béret. Je n'ai pas voulu imiter l'abbé Pierre, mais on m'a dit que ça me permet de lui ressembler de loin, de très loin. L'abbé Pierre, qui est mort il n'y a pas très longtemps, à l'âge de 92 ans. Un superbe de monsieur, l'abbé Pierre. Alors, à un moment donné, j'avais pris la coutume du béret, mais quand j'ai vu que lui-même en avait porté un pendant tout le temps de sa vie, j'ai dit, c'est bon, une belle petite couverture pour les temps mauvais et les temps beaux. Ça, c'est quasiment universel. Toute saison de l'année, on peut s'en servir. Une vie entière passée à Gaspé. Une vie entière au service des autres, pour l'amour des autres. Claude, il a toujours voulu aider. Il a toujours été proche des plus démunis, des plus... On a vu ça on voit ça pendant toute sa vie. Les 80 et plus, comment il y en a ici? Oh, je suis un des rares représentants de cette race humaine. J'ai vécu un espace d'une Gaspésie qui était en mouvement, avec des petits chaos de temps en temps. Mais c'était un beau mouvement. Une belle Gaspésie, du beau monde intelligent. Et c'est nous ce monde-là. Alors, on vous rappelle, c'est lundi 17 février, 19h au Musée acadien du Québec à Bonaventure. Admission, c'est 3 $ pour les membres du musée et 5 $ pour les non-membres. Alors, comme d'habitude, on termine ça avec plusieurs invitations là, à mettre à l'agenda. Tout d'abord, parlons bingo. Il y aura un bingo au profit du Comité des œuvres paroissiales Notre-Dame incorporée. Ça se passe le dimanche 16 février à 19h30 au sous-sol de l'église de Passepébiac. Alors, il y aura un lot cumulatif de 2600 $ en 53 boules ou moins. Le double action est à 2100 $ en 43 boules ou moins. Il y aura aussi un gros lot de 800 $ et un autre de 1000 $, donc beaucoup d'argent à faire. Et une boule d'or de 500 $ peut être attribuée une fois dans la soirée. Alors voilà, c'est un bingo au profit du Comité des œuvres paroissiales Notre-Dame de Passepébiac ce dimanche 16 février à 19h30 au sous-sol de l'église. Maintenant, allons à Port-Daniel, car le Club d'Âge d'Or La Renaissance tient un déjeuner de la Saint-Valentin le dimanche, ce dimanche 16 février, de 8h à 12h30. Le coût est de 6 $ pour les adultes, 3 $ pour les enfants de 12 ans et moins. Plus d'informations là-dessus, 396-2105, 396-2105 pour le Club de l'Âge d'Or La Renaissance de Port-Daniel. Il y aura la séance ordinaire du comité exécutif et du conseil des commissaires de la commission scolaire René Lévesque le mardi 18 février à la salle de conférence de l'école aux 80 de Bonaventure. Donc, la réunion du comité exécutif est à 19h et celle du conseil des maires à 19h30. Il y aura une partie de cartes au profit de la fabrique de Saint-Siméon le samedi 22 février à 19h30 à la salle communautaire de l'endroit. C'est 5 $ à l'entrée. Café et sandwich vous seront servis. Donc, cette partie de cartes le 22 février à Saint-Siméon. Maintenant, le Club de l'Âge d'Or de Newport tient son assemblée générale annuelle le 22 février. C'est à compter de 13h30.
Il y aura un déjeuner au profit de la maladie de Crohn le 23 février de 9h à 13h à la salle des Chevaliers de Colomb de New Carlisle. Alors, c'est au coût de 7 $ pour ce déjeuner bénéfice. Information ou achat de billets auprès de Daniel au 534-55-61, 534-5561. Maintenant, le Carrefour d'information pour aînés tient une soirée informative sur certains programmes et services gouvernementaux québécois. Alors, ça se passe le mardi 24 février de 9h30 à midi au Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel, situé à Basse-Pébiac. Donc, c'est gratuit, mais les places sont limitées, donc on ne prend pas de chance. On s'inscrit au 752-55-77, 752-5577 auprès de Karine ou de Cindy. Supportons-les. Le groupe d'entraide à l'allaitement maternel tient sa prochaine causerie allaitement le mercredi 26 février de 9h30 à 11h30 à la Maison de la Famille, soit au 105 avenue Grand Prix à Bonaventure. Donc, supportons-les. Le thème de cette rencontre, si vous voulez, le thème sera « Être maman à la maison ». Alors, on vous rappelle, c'est le mercredi 26 février de 9h30 à 11h30 à la Maison de la Famille. Souper bénéfice maintenant au profit de Dean McDavid au centre communautaire de Chigowac. Ça va se passer le samedi 1er mars de 16h30 à 19h. Le coût d'entrée est de 10 $ adultes, 5 $ pour les 6 à 12 ans et c'est gratuit pour les 6 ans et moins. Alors, souper bénéfice pour Dean McDavid à Chigowac, 1er mars. Prenez ça en note. Le Club de l'Âge d'Or, l'Étoile de mer du secteur Gascon, tient son prochain après-midi amateur le dimanche 2 mars au centre multifonctionnel de l'Endroit. Et un autre spectacle, celui-là, à ne pas manquer, le spectacle bénéfice des Impropésiens pour venir en aide aux jeunes Vigo Bellé-Chezeau, 20 mois atteints de leucémie. Donc, les Impropésiens, accompagnés d'un house band, des improvisateurs vous en mettront plein la vue le samedi 22 février à 20h au Centre culturel de Basse-Pébiac. Donc, l'invitation est lancée, un show d'humour, ça sera très drôle, un spectacle improvisé avec les talentueux Impropésiens pour venir en aide aux jeune Vigo de Maria, 20 mois atteint malheureusement de leucémie. En terminant, à vous dire, quelques annonces là. Si vous avez des problèmes avec vos yeux, vous avez une dégénérescence maculaire, rétitine ou pigmentaire ou autre maladie dans vos yeux, ne restez pas seul. Allez chez de l'aide. Plus d'informations, communiquez avec Mme Lisette Poirier, la directrice générale, au 388-2836 du lundi au vendredi de 9h à 17h pour l'association des personnes qui sont atteintes de maladies visuelles. Alors, ça vous permettra de prendre connaissance des services gratuits qui peuvent vous aider dans la vie de tous les jours, soit le prêt d'équipement ou autre. Alors, voilà pour les différentes choses à mettre à votre agenda. Il y en avait beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Info Plus et on se quitte avec encore une fois des vœux de joyeux 25e pour votre télévision communautaire Télévac, vous le savez, qui a fêté ses 25 ans. On se retrouve la semaine prochaine. Bonjour, mon nom est Luc Tegrelli et je tiens à souhaiter un bon 25e de fondation à la télévision communautaire de Saint-Godefroy, Télévac. Et je tiens à féliciter l'ensemble des employés et la direction qui sont impliqués de très proche justement à leur TV communautaire. Ils font un travail merveilleux, ils sont professionnels et j'encourage les gens à les soutenir au niveau financier et dans tout ce qu'ils font. C'est une télévision communautaire qu'on a la chance d'avoir chez nous, une télévision qui est très professionnelle, qui célèbre, je crois, ses 25 ans cette année et ça permet d'avoir une tribune pour des organismes, ça permet une tribune pour des gens d'affaires, ça permet une tribune pour la population. Ça permet aussi, c'est un excellent moyen d'information. D'ailleurs, nous, la ville de Chandler, nos réunions municipales sont télévisées par Télévac, grâce à Télévac. Alors, on est très heureux de ça, nous, chez nous. Et c'est un médium très important dans notre milieu. C'est un OSBL.
c'est, en fait, oui, on en a besoin. Les citoyens ont besoin d'être informés. Et en plus, ça crée des emplois. Alors, c'est un bon médium d'information. C'est une télévision qui est bien gérée, qui a des beaux programmes, une belle programmation. Et tout se fait de façon professionnelle. Alors, on en est très heureux. Bon 25 ans à vous tous. Et puis, bonne chance. Et bonne chance à Marc.